Bonjour à toutes et à tous, je vous invite à vous asseoir pour suivre cette conférence. Sans plus tarder, je vais vous présenter, mais j'invite mes intervenants à monter sur scène, à s'installer dans ces magnifiques fauteuils rouges. On va continuer le programme de la journée avec une table ronde consacrée, comme vous le voyez, aux pneus connectés, ultra technologiques et durables. Allez-y, installez-vous où vous voulez. Il n'y a pas de plan défini. Bien, alors, à nouveau, bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence. Je vois que la salle est très clairsemée. Bon, c'est pas grave. Alors, c'est une édition un petit peu particulière pour Equipauto puisque c'est l'édition des 50 ans. L'organisation nous a concocté un programme assez spectaculaire. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous balader. Il y a des expositions, des démonstrations, il y a des pavillons internationaux, et puis il y a des villages, toujours plus de villages, et puis un qui nous tient très à cœur. Après une première édition réussie en 2023, le village du pneu et de l'innovation a été reconduit cette année. En son sein, on retrouve beaucoup d'acteurs, de spécialistes du monde de la gomme, et cette initiative portée notamment par le syndicat du pneu, on y reviendra dans quelques instants. Cette initiative traduit la montée en puissance de cette activité sur ce salon comme dans la prévente en général, dans le monde de la rechange. Et parce que le pneu a toujours été un produit pratico-pratique, celui grâce auquel nous roulons, mais aussi, et on l'oublie trop souvent, un produit hyper pointu, hyper complexe, hyper technologique. On a voulu vous proposer aujourd'hui une table ronde qui fait un petit peu la synthèse de tout ça, qui fait le lien entre ce qu'est le pneu, ce qui va devenir, ce qu'il offre, ce qu'il offrira demain. Et pour faire tout ça, on va s'entourer de 5 speakers intervenants. Mais avant de leur donner la parole et avant de vous les présenter, j'aimerais que Dominique Stenfeld nous dise un petit mot sur la présence du pneu et sur les efforts du syndicat pour valoriser cet univers sur ce salon. Dominique. Alors tout d'abord, le pneu prend une place de plus en plus importante dans la prévente automobile, et en termes de création de trafic et en termes de rentabilité. Et c'est le constat qu'on a partagé avec Equipauto, et donc c'est la raison pour laquelle on donne une place de plus en plus importante aux pneumatiques dans ce salon de la prévente. Ce qui est important, c'est qu'on a essayé, et on a réussi, je pense, à regrouper l'ensemble des acteurs du pneumatique sur un seul secteur. Ça m'a été confirmé ce matin par les visiteurs qui trouvent que c'est quand même bien plus confortable que de faire des allers un salon pour trouver les réponses aux questions qu'on peut se poser. Donc ça, c'est déjà une réussite et nul doute qu'on reconduira cette expérience les années suivantes. La deuxième chose, c'est comme tu le disais justement, le pneumatique évolue très très vite. Après le radial, après l'éco-responsabilité dans le pneu, moi je pense qu'on entame la troisième révolution du pneumatique avec l'intégration de la puce RFID. Et à côté de la puce RFID, il y a tout un écosystème qui s'est organisé, qu'on a voulu montrer pour sensibiliser, pour alerter les acteurs de la filière du pneumatique sur le fait qu'ils doivent se former, ils doivent se doter de matériel nouveau de manière à s'adapter. Et on a exposé un certain nombre d'éléments, de matériel qui permettent en fait de préfigurer le garage du futur. Donc il y a beaucoup de curieux, et il ne faut pas hésiter à passer sur le stand. Hall 3, Dominique. Hall 3, H038. Très bien. Voilà. Merci Dominique pour cette introduction. Je vous présente nos 5 intervenants. De gauche à droite, en partant de Dominique, vous retrouvez aujourd'hui Christophe Rollet, directeur général de.s, Bruno Rousseau, directeur de la division TPMS d'ATEC, Bruno Mazzacurati, fondateur et dirigeant de Dipro Pneus, Jean-Philippe Faure, directeur recherche et innovation d'Aliapur, avec un L, Jean-Philippe, vous avez vu, on est désolé. Et Christophe Duc, monsieur RFID, mais pardon, vous avez un vrai titre, Christophe, quand même. Désolé, responsable, initiative leader, je vais y arriver, de RFID, mobilité connectée, services et solutions chez Michelin. Messieurs, merci beaucoup de votre présence. Merci d'avoir accepté cette invitation.
On parle d'un sujet là qui nous semble un petit peu nouveau, voilà, et on peut le voir aussi sur le village du pneu. Il y a beaucoup d'innovations. Pour autant, Bruno Rousseau, je vous donne la parole. L'idée du pneu connecté, sous sa première forme, sous ses prémices, ça fait déjà quelques temps que ça existe. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique quand même de ce sujet en préambule? Oui, alors moi je viens du monde du TPMS. TPMS, ça veut dire Tire Pressure Monitoring System. Ce sont des petits capteurs à l'intérieur des roues. C'est pas vraiment le pneu connecté, mais étant donné que c'est connecté à la roue, le pneu est concerné. Effectivement, ça a débuté en 1998 avec un problème aux États-Unis sur un manufacturier de pneus, sur un véhicule de marque Ford. Et il y a eu un certain nombre d'accidents qui ont mené à une loi qui a émergé en 2007 aux États-Unis, obligeant l'ensemble des véhicules, donc 100% des véhicules, à être équipés de capteurs de surveillance de pression des pneus. Et effectivement, ces capteurs sont équipés d'un identifiant unique qui permet effectivement de tracer la vie de ce capteur et par là même la vie de la roue et du pneu qui va avec. Et c'est les prémices, si vous voulez, du pneu connecté. Et ce qui va un peu booster, Bruno, le sujet en Europe, c'est la volonté de Bruxelles de cadrer, de légiférer au milieu des années 2010, voilà, pour que cette technologie soit intégrée dans les véhicules. Absolument. Alors, aux États-Unis, comme on vient de le voir, il s'agissait d'une initiative de sécurité. L'initiative européenne, elle est un petit peu différente. Déjà, elle n'émane pas de l'Europe, elle émane de l'ONU. Donc, c'est un projet environnemental au niveau de l'ONU qui a été repris par la communauté européenne et la Corée au même moment, c'est-à-dire fin 2014. Et donc, depuis la fin 2014, l'ensemble des véhicules de la communauté européenne doivent être équipés d'un système de surveillance de pression des pneus, au même titre que l'ABS ou l'airbag. C'est ça la principale vertu du TPMS, c'est pouvoir remonter ces informations, on est d'accord? Oui, et dans le cas de l'Europe, il s'agissait de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, puisqu'un pneu sous-gonflé rend un véhicule, le véhicule consomme plus d'essence et émet plus de gaz à effet de serre. Bien sûr. Christophe Rollet, je vous donne la parole. Je vous donne la parole pourquoi? Parce que Point S a une expérience assez vaste de la prévente. Ça fait longtemps que vous êtes là, vous avez beaucoup de centres. Est-ce que ce sujet-là, qui ne date pas d'hier, hein, Bruno vient de nous le rappeler, est-ce que ça représente beaucoup de choses dans vos centres? Est-ce que vous changez beaucoup de capteurs? Est-ce que vos techniciens sont hyper spécialisés là-dessus ou pas tant que ça? Alors, bonjour à toutes et à tous, tout d'abord. Moi, je vais essayer de vous donner un peu le témoignage d'un distributeur, puisque nous, on ne fabrique pas ni des pneus ni des capteurs. Effectivement, pour répondre à votre question, Romain, la demande reste très très faible. Je pense qu'aujourd'hui, monsieur disait les vertus du TPMS. On peut que se joindre à lui sur la partie économique et écologique également, puisque plus on veille à moindre usure du pneu, plus il dure longtemps. Et c'est bon pour l'environnement et tout ce que l'on sait par ailleurs. Mais il faut reconnaître qu'il y a un manque d'information, pour ne pas dire de communication. Alors on va dresser des procès à personne. Peut-être que les distributeurs en sont aussi un peu responsables. Les fabricants forcément également. Enfin bref, je pense que la profession s'est peut-être pas suffisamment entourée d'informations auprès du consommateur final. Alors on le voit moins sur la partie industrielle ou professionnelle. Mais pour le particulier, ça reste une option parmi d'autres options dans son véhicule. Et on le sait tous, on a des véhicules qui sont connectés, mais on regarde peu souvent, hormis parfois la pression des pneus, c'est vrai que c'est un des sujets quand même les plus importants, mais peu souvent toutes ces options et les statistiques, les analyses qu'elles nous donnent. Donc après, il y a des analyses également sur le taux d'usure également, sur la saisonnalité, sur les routes parcourues. Donc je pense que ça peut donner aussi beaucoup d'informations aux consommateurs, mais il y a vraiment un écart entre la réalité technologique du produit et l'information et l'intérêt pour cette information du consommateur d'aujourd'hui. En tout cas, nous, c'est ce qu'on ressent dans nos centres. Donc, il y a peu de demandes. On répond quand même. Il y a un matériel à acheter quand même. Hein, il n'est pas gratuit.
qui coûte entre 800 et 1000 euros. Ce n'est pas très cher non plus, mais on s'équipe également pour pouvoir répondre à la demande d'aujourd'hui, mais surtout de demain, parce que je pense que c'est un produit, un service client plus qui viendra également conforter ceux que Point S donne à ses clients d'aujourd'hui. Christophe, vous l'évoquiez, il y a un vrai décalage entre l'univers industriel et l'univers du véhicule léger. Quand on est patron de flotte, enfin d'une entreprise avec une flotte, on utilise aujourd'hui ces solutions et sans doute que chez Point S ou chez un autre, on va les faire réparer ou du moins les faire vérifier. Or, dans le véhicule léger, on voit bien aujourd'hui que ça ne représente pas grand-chose, quoi. Oui, complètement. Il y a un vrai écart, mais ce n'est pas le seul entre le monde de l'industriel et du sûr. réel. Et les patrons de flotte, patrons d'entreprise aussi, sont très vigilants à l'usure de leurs pneumatiques, bien entendu. Et c'est, je ne vais pas dire monnaie courante, mais c'est quelque chose qui nous est très demandé dans la partie industrielle. Alors sur la partie VL, c'est selon nos centres entre 1 et 5% des demandes qui sont faites dans nos points de vente. Donc ça reste très marginal. Alors, la communication est un premier frein finalement au développement de cette technologie. Il y en a un autre, Bruno, que vous m'avez évoqué en préparant cette conférence, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs systèmes de TPMS, il y a 2 technologies différentes qui existent avec des forces et des faiblesses différentes. Et puis aussi une multitude de capteurs. Finalement, tout ça, ça complexifie aussi un peu le sujet, quoi. Oui, absolument. Le TPMS s'est installé lentement au cours des années 2000. Et puis la loi a accéléré les choses en 2014. Mais dans ce laps de temps, eh bien, différentes marques ont émergé, chacune avec leur propre langage de communication. Ça, c'est la première chose. Et puis en 2014, lorsque la loi est passée, des petits malins ont trouvé une idée assez originale. Pas une idée dont je suis particulièrement fan, mais elle est originale. Donc il y a 2 technologies dans le TPMS. Il y a des petits capteurs comme ceux-là. Voilà, je prends le orange, comme ça tout le monde peut le voir. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans les roues des véhicules, hein. Ça tourne dans la jante. Enfin, c'est attaché à la valve et ça tourne avec la roue. Et ça transmet la pression en temps réel au tableau de bord. Donc ça, c'est un système extrêmement fiable et indépendant d'une roue à l'autre. Donc ça, c'est très avantageux. L'inconvénient de cela, c'est qu'il y a une petite pile à l'intérieur, une sorte de pile comme on retrouve dans les montres, et elle va durer en fonction de la conduite, 7 à 11 ans. Après quoi, il faut la changer, donc il faut changer le capteur. Et il y a une autre idée qui a émergé au milieu des années 2010. Je ne donnerai pas les fabricants pour froisser personne, où en fait l'idée est de se dire qu'une roue, c'est un ballon. Quand il y a une crevaison, ce ballon va réduire sa circonférence et qu'à vitesse constante, eh bien, la roue qui a une crevaison va tourner plus vite que les autres. Il se trouve que c'est exactement ce que fait le système ABS, hein, mesurer la vitesse de rotation des roues. Et en comparant les vitesses de rotation des roues, eh ben, effectivement, on peut déclarer que telle roue a le diamètre plus petit qu'une autre et donc, par conséquent, a une crevaison. C'est un système qu'on appelle indirect. Donc, il y a le TPMS direct, la pression directe lue par un capteur, et puis celle qui n'a pas de capteur et qui aujourd'hui équipe, on va dire, la quasi-totalité des véhicules des généralistes automobiles pour Donc une question de coût. Une pression mesurée, précise dans Oui. un premier cas, Oui. et une pression estimée dans un second. Absolument. Il y a des soucis avec ce système. On note énormément de faux positifs, ça c'est le moins grave. On a de sérieux doutes sur les crevaisons ou les problèmes de sous-gonflage non reportés. Ouais. En particulier lorsqu'on est dans une configuration qui n'a pas été prévue par le constructeur, comme par exemple une marque de pneus qui n'est pas prévue à l'origine. Ça m'a été confirmé justement par un constructeur et ça, c'est un vrai souci. On pense que c'est un vrai souci. Il n'y a pas d'études pour le conforter, mais les gens qui l'utilisent reportent pas mal de dysfonctionnements. Ça, c'est un vrai sujet, un vrai frein. On va se pencher après sur l'évolution de la thématique, mais en l'occurrence, voilà, vous avez soulevé vraiment
un problème. Bruno Mazzacurati, je vous donne la parole, non pas pour me parler des TPMS, quoique vous avez peut-être quelque chose à dire. Non, mais plus sérieusement, Bruno, vous avez une longue expérience du pneu. Vous avez fondé Dipropneu il y a très longtemps. C'était en 75 ou 77, je ne sais plus, mais c'est ça. Oui. Voilà, vous avez vu votre monde évoluer. Et aujourd'hui, ce que vous m'avez confié en préparant cette intervention, c'est qu'on est quand même, pour ce qui vous importe, donc la distribution, l'aspect logistique, stockage, on est quand même encore loin de l'entrepôt hyper moderne 4 ou 5.0. On est dans une démarche un peu moins connectée, quoi. Et je pèse mes mots. Oui, c'est exactement ça. J'avoue que j'avais mon idée, on avait parlé déjà un peu de ça, en disant mais comment ça se fait aujourd'hui dans le monde où on est? On parle d'étiquettes sur des pneus, des étiquettes qui sont froissées, qui n'existent pas, qui n'ont pas le bon code, avec des gars qui vont à un iPad pour regarder. En plus, sur le pneu, il n'y a pas qu'une étiquette, il y en a plusieurs. Il y a celle de transport, il y en a d'autres. Et donc, qui génèrent des erreurs, donc des erreurs de préparation, des erreurs d'expédition, des retours de marchandises. Et je dis, on n'arrive pas à sortir de là. On est, pour moi, déconnecté. Alors, il y avait l'histoire du code barre sur le talon. Donc, j'ai déjà vu que discuter avec des manufacturiers, il dit oui, on a ça sur le talon, mais bon, d'accord. Et quand vous nous envoyez de la marchandise, vous ne pouvez pas nous envoyer une liste des codes barres que vous avez forcément enregistrés pour qu'on l'ait à la réception et que nous-mêmes, à ce moment-là, un peu au courant de ce système, peut-être qu'à ce moment-là, on s'équipe pour lire les codes barres. Et puis, sur un tableau, on a la comparaison et on évite les erreurs de stockage, de préparation, etc. etc. quoi. Je veux dire, bon, d'accord. Bon, déjà, donc, ça m'a... Alors, j'avais entendu parler de la RFID, bien sûr. En plus, comme je devais intervenir, je me suis dit, bah, tiens, pas être idiot, je vais aller regarder un peu plus près. Donc, j'avais un peu mon idée là-dessus, mais c'est vrai, et j'invite tout le monde à le faire, d'aller voir le stand qui est en face d'une autre, Dipro. Voilà. Mais c'est pas pour ça, c'est que on a beau le savoir, on a beau comprendre ce que ça dit, de voir sur le stand, tout simplement, voilà, ce pneu roulé par terre, passer devant les capteurs et afficher à l'écran exactement ses coordonnées et faire en même temps la rentrée en stock. Et si vous le faites retourner dans l'autre sens, la sortie de stock, elle dit, ben oui, c'est là. Donc ça veut dire que non seulement c'est là, mais en dehors de l'obligation qui va venir, je veux dire, pour le stockage, pour l'équipement, dire qu'il faut y penser maintenant. Mais c'est ça qui est intéressant, Bruno, c'est que, par exemple, vous, chez Dipropneu, vous avez une plateforme que vous avez inaugurée assez récemment. Elle est moderne. Il y a des outils informatiques récents, quoi. Enfin, c'est des choses, ça paraît banal de le dire, mais voilà, vous êtes dans les standards de ce qui se fait. Donc, dans le fonctionnement même de votre plateforme, c'est moderne, c'est hyper évolué, mais pour autant, à la base, avec le produit, la gestion du produit en elle-même, elle est quand même très loin de cette modernité-là. Et c'est là où il y a un vrai décalage entre ce que vous voulez faire et ce qu'on vous permet de faire. Oui, alors c'est ça. Alors il se trouve qu'on est en plein dedans. Alors parce qu'on vient effectivement de faire cette plateforme, on est en train d'essayer d'optimiser dans son fonctionnement, mais il se trouve en plus qu'on va en faire une autre de la même taille, importante. Donc, et là, on s'est dit, bon, là, il faut qu'on regarde avec des professionnels, qu'on réfléchisse en disant, mais comment on règle ça? Oui, alors on met des caméras pour voir qui a fait l'erreur. Mais je veux dire, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de ne pas faire l'erreur. Je veux dire, au global, au départ, dès le départ. Donc, on a regardé avec ces prestataires. Et donc, j'ai dit, bon, ben oui, tous vos systèmes, c'est bien. Vous êtes bien au courant, là, qu'il y a un système qui arrive, le RFID. Oui, ça existe déjà. Bon, alors, il faut voir comment on regarde. Je dis, mais d'après ce que j'ai compris, c'est le pneu rentre, le pneu sort, ça s'inscrit. Mais deux, on regarde et on peut faire un inventaire parce qu'il peut balayer un stockage en place. Pour les inventaires, c'est quand même extrêmement important. La rapidité, l'exactitude, voilà. Donc, effectivement, quand on a changé, on est arrivé sur cette nouvelle plateforme, je me suis dit, bon, très bien, on n'avait pas de WMS avant, les iPads qui lisaient les étiquettes et tout ça. On s'est dit, formidable, avec ça, on ne va plus faire d'erreurs. Elle dit, mais je suis atterré de voir les écarts qu'il y a. Et puis, pas simplement chez nous. Nous, on reçoit des pneus de manufacturiers, donc, et des plus prestigieux aussi. On se dit, mais comment, à leur niveau, c'est un problème qui n'a pas été réglé. Voilà. Et donc, c'est vrai que là, je me dis, mais voilà, c'est bien sûr, et c'est super, Dominique, je pense, effectivement, à organiser ça. Vous soyez sur place pour le mettre avec des visus à voir.
Parce qu'encore une fois, c'est un peu ce que disait Christophe tout à l'heure, il y a un problème de communication aussi. C'est-à-dire on n'est pas forcément au courant, pourtant je suis dedans. Voilà. Donc je pense que là, il y a des tas de gens qui vont s'équiper de n'importe quoi, d'une machine à monter. Et maintenant, il faut réfléchir en fonction de ça. Bien sûr, dire. on va en parler. Je voudrais donner la parole à Jean-Philippe Faure pour Aliapur. On ne vous a pas encore entendu, pourtant Aliapur représente une brique essentielle dans cette chaîne de valeur. Et Jean-Philippe, si vous le voulez bien, avant même de parler de notre sujet, j'aimerais que vous me rappeliez aussi, parce que c'est un peu le lieu pour le faire, c'est qu'on parle du recyclage, du tri, du recyclage, de la valorisation des pneumatiques. Mais on oublie très souvent de dire que la filière française a été pionnière sur un certain nombre de choses et qu'aujourd'hui, elle a valeur d'exemple à l'international. Donc voilà, il faut dire quand les choses vont pas bien, mais il faut aussi le dire quand elles vont très bien. Expliquez-nous quand même, c'est une filière exemplaire. Oui, je vous remercie de cette mise en lumière parce qu'effectivement, on est tous autour de la table, donc FRP, Aliapur, puis Tival aussi. On a une filière qui fonctionne. Je rappelle qu'on collecte 100% du gisement, qu'on valorise 100% du gisement. Ça existe depuis 2003 et ça a été mis en place par des industriels au début. Et ça fonctionne correctement. Et effectivement, maintenant, on est du côté d'Aliapur probablement le plus important en Europe en quantité. Et on est régulièrement sollicité par d'autres pays pour expliquer comment on fonctionne. Et on dit à chaque fois on fonctionne, pourquoi? Parce qu'on a un écosystème français qui est exemplaire entre tous les manufacturiers, nos collègues d'FRP. On fonctionne ensemble, on fonctionne intelligemment. Et on a aussi un contexte réglementaire qui, pour une fois, nous a aidés au début, qui a mis en place des règles simples pour collecter les pneus, pour dire que tous les pneus démontés doivent être remis à un éco-organisme. Donc il y a le réglementaire et les industriels, ça peut fonctionner parfois. Et c'était bien de le dire, Jean-Philippe. Pour en revenir à notre sujet, aujourd'hui, pour vous, à votre niveau, ça représente quoi finalement la notion de pneus connectés, si on l'élargit en dehors de toute technologie? Oui. Effectivement, donc là, nous tous, enfin vous tous surtout, vous savez à peu près ce que vous commandez une marque, une dimensionnelle, mais nous, on va récupérer un gisement dont on ne maîtrise rien. On ne sait pas ce que c'est un caoutchouc rond, noir. Donc on arrive à peu près à trouver des solutions, mais si on est capable d'identifier ce pneu-là, si on le connaît, si on lui donne identité, on lui donne de la valeur. Si on lui donne de la valeur, on peut trouver des solutions de valorisation qui sont plus intéressantes. Donc clairement, le fait d'avoir un identifiant unique indestructible, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit une étiquette ou un code barre qui disparaisse quand il arrive chez nous, ça, c'est très important pour nous. Ça va nous permettre, par exemple, de faciliter les pneus d'occasion, puisqu'il faut trouver l'équivalent, il faut appairer les pneus. Et plus tard, dans un second temps, d'améliorer ce qu'on va pouvoir livrer aux unités de pyrolyse ou autres, en étant très précis et très sélectif. Donc en fait, on crée une nouvelle matière première. L'identité qu'on donne aux pneus grâce à la RFID nous permet de donner une matière première qualifiée, et donc quantifiée, et donc on y gagne tous à la fin. Alors, la RFID, on y vient, Christophe Duc. On s'est dit beaucoup de choses, on a évoqué certaines technologies, on a évoqué aussi beaucoup de freins au développement de cette technologie ou d'autres. Vous, Christophe, vous travaillez pour Michelin, mais vous êtes aussi l'une des chevilles ouvrières d'une organisation qui s'appelle le GDSO. Et c'est marrant d'ailleurs parce qu'on parlait d'Aliapur, qui est une alliance de manufacturiers au travers d'un besoin commun. Le GDSO, c'est un peu ça aussi. C'est différents acteurs qui se regroupent pour trouver des solutions autour de la RFID. Aujourd'hui, Christophe, pour faire simple, déjà poser un peu les bases de cette technologie. C'est une innovation qui présente d'énormes perspectives pour le futur. Alors oui, bonjour à tout le monde. Vous pourrez le voir, j'ai amené une petite coupe de pneus où vous verrez où la puce est mise. Donc c'est très léger, ça fait 2 grammes. Donc l'intérêt du RFID, encore une fois, on parle d'un standard. Donc je vous parle en tant que Michelin, mais plutôt en tant que porte-parole de l'industrie. Ce que l'on a fait, c'est que l'on travaille depuis maintenant un certain nombre d'années sur l'intégration d'un petit composant qui est passif. Donc il n'y a pas de batterie, il n'y a rien du tout. Et qui, comme fort bien expliqué par certains acteurs déjà autour de cette table, en fait, est intégré dans le pneu en fabrication. On lui donne ensuite un code unique et inaltérable de façon standard. C'est-à-dire que la façon de mettre la puce est standard. La puce a un certain nombre d'éléments standards en elle-même, donc la partie hard.
Ensuite, le codage est tout à fait standard. On suit un précepte qui est un codage du GS1, qui est bien connu, le SGTIN 96, une bonne fois pour toutes. Donc, c'est totalement inaltérable, inviolable. Et donc, le troisième élément du standard interopérable, parce qu'on a un pneu bien encodé, de façon standardisée, que ce soit Michelin, Pirelli, Goodyear et autres. Le dernier élément, c'est comment j'accède à cette information, comment, une fois que je lis ce petit numéro avec une douchette, qu'elle soit à main ou une douchette industrielle, comment j'accède à l'information. Et donc, le travail qui a été fait, c'est au départ, sous la houlette de l'ETRTO, de travailler. L'ETRTO a animé des groupes de travail avec les manufacturiers. Ensuite, on a créé le GDSO, Global Data Service Organisation, qui, quelque part, va gérer un accès aux bases de données des manufacturiers standardisées. Et standard, c'est bien le mot-clé, parce qu'en fait, aujourd'hui, demain, après-demain, si on doit gérer différents processus pour accéder aux données, on sait que ça ne marchera pas. Donc, à retenir, standard de l'industrie, petit composant passif dans le pneu, donc ça permet de le recycler, de permettre le recyclage et d'être recyclé sans technique particulière, puisqu'il n'y a pas de composants qui ne sont pas déjà présents dans le pneu, et puis d'accéder via le GDSO à toutes les informations que nous avons dans nos bases de données pour les différents acteurs. Et le GDSO, aujourd'hui, c'est 12 membres. C'est ce que j'allais dire, Christophe. C'est ça qui est intéressant. Le GDSO, c'est pas qu'une affaire de manufacturier, pardon. C'est voilà, il y a des réseaux, des grossistes, des spécialistes, enfin des prestataires de services. C'est très large et ça va sans doute encore s'élargir, j'imagine. Alors oui, aujourd'hui, il y a 12 membres officiels. Il y en a un 13e qui a déposé son dossier très récemment. Ça représente plus de 70% du business pneu mondial. Donc ça, c'est très important et ça rajoute de la crédibilité. Progressivement, tous les grands groupes manufacturiers soutiennent cette démarche, l'appliquent, l'installent dans leurs usines. Et puis, il y a effectivement, comme vous le disiez, toutes les associations pneus de la planète qui sont déjà dans le GDSO. Donc ça, c'est très important. Ça n'est pas que européen. Et puis, un certain nombre d'acteurs de la distribution, des acteurs de l'outil de garage sont déjà membres du GDSO. Et ça donne cette crédibilité au standard autour du RFID. Bruno, vous dites que la RFID, c'est la technologie du futur. Pourquoi? Parce que ça répond aux problèmes de standardisation des TPMS, par exemple? Le RFID, c'est vraiment le futur de plusieurs points de vue. La première, c'est bien sûr la chaîne logistique. Ça, c'est évident. Mais on a travaillé avec Mercedes, par exemple, pour programmer le RFID, donc le numéro unique du pneu, dans le capteur TPMS. Alors, quel est l'intérêt? Sur la classe S, par exemple, le véhicule sait exactement quel type de pneu il a, avec lequel il est chaussé. Ça veut dire que les réglages électroniques du véhicule sont faits en fonction du type de pneu qu'ils ont. Donc ça, c'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, le véhicule sait quel type de pneu il a. Il y a aussi, grâce à cela, au niveau du poids lourd, la possibilité de suivre le kilométrage de chaque pneu indépendamment les uns des autres. Donc sur une remorque qui va avoir 12 pneus, eh bien, on va être capable de dire celui-ci, on va l'arrêter 2000 km ou 1000 km avant que sa date d'expiration arrive. Donc le RFID change tout, absolument tout, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue performance, d'un point de vue gestion logistique. Le fait de donner un identifiant unique au pneu va changer complètement la relation au pneu. Oui. On va développer toutes les composantes de la chaîne de valeur. Déjà sur le plan industriel, Christophe, concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets de ce que va apporter la technologie RFID? On est dans une usine, on est un fabricant. Avec ça, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui est simplifié? Déjà, comme l'a introduit Bruno, le gros intérêt, c'est que vous avez un numéro finalement unique qui est donné à chaque pneumatique, qui va permettre ensuite tout au long de la chaîne, donc chez nous, depuis cet encodage en fabrication, au niveau du stockage, de la chaîne logistique, de l'expédition vers nos clients, de s'assurer, de mieux nous assurer qu'effectivement, chaque pneumatique identifiée va pouvoir être expédiée conformément aux besoins de nos clients, d'avoir cette traçabilité depuis nos usines, à travers nos entrepôts logistiques, et donc ensuite de gérer
toute la relation que l'on a avec nos clients. Mais on va déjà l'utiliser, on l'utilise déjà en interne pour nous assurer que nous fabriquons non seulement un pneu qui est bon, qui est rond, qui est noir, mais maintenant on a un pneu qui est rond, qui est noir, mais qui a en plus donc une puce bien encodée, et ensuite que nous avons derrière associé les bonnes données qui vont nous permettre, mais permettent ensuite à l'ensemble de la chaîne de valeur d'accéder à tout moment à ces données. Et donc c'est ce que ça change pour nous. Ça nous simplifie la vie, ça nous améliore l'efficacité bien sûr en interne, mais surtout ça nous permet d'être plus robuste vis-à-vis de l'ensemble ensuite de la chaîne aval, vis-à-vis de nos partenaires à tous les moments finalement du cycle de vie. Jean-Philippe, savoir précisément ce qu'il y a dans un pneu, et j'entends par là dans la composition du pneu, on imagine que c'est un vrai plus pour le recycler et le valoriser. Alors effectivement, je dirais savoir ce qu'il y a dans le pneu, c'est bien. Avoir accès à cette donnée, ces bases de données, c'est aussi bien. Je vais vous donner 2 exemples. Si dans cette base de données, on sait les metteurs sur le marché qui ont correctement contribué, qui ont payé l'éco-contribution, tout de suite, ça sera beaucoup plus simple pour faire la chasse aux gens qui ne respectent pas les règles, en fait. Donc cette petite information qui semble toute bête va nous permettre aussi d'assainir un petit peu le marché. Ça, c'est important parce que nous, on vit que grâce à cette éco-contribution. Si on collecte des pneus qui n'ont pas d'éco-contribution, bah, on n'a pas d'argent pour ça. Donc ça devient plus compliqué. Donc ça, c'est d'un point de vue réglementaire. D'un point de vue, effectivement, de la connaissance matière. Donc ça, c'est aussi très intéressant parce que un exemple qui nous a fait réfléchir, c'est les pneus avec les gels intérieurs, les self-seal. Donc c'est des pneus avec un gel autocollant qui vont empêcher la crevaison. Sauf que ces pneus-là, qui sont très bien, dès qu'on les met dans le broyeur, ils vont tout bloquer. Ils vont bloquer le broyeur et notre outil de production va être bloqué pendant une journée entière. On ne pourra plus travailler. Donc pour les détecter rapidement, la RFID pourra dire une indication, ah attention, celui-là, il a un pneu self-seal, on le met de côté et on a des solutions pour les valoriser, ces pneus. Mais il faut qu'on les identifie rapidement. Et à plus long terme, la composition matière, typiquement le taux de caoutchouc naturel ou le taux de silice, va permettre de nous aider à les orienter vers des usines qui vont dire « moi, je veux un pneu à bas silice parce que derrière, je veux le retransformer en quelque chose », typiquement les usines de pyrolyse, ou alors je veux un pneu qui ait telle composition parce que derrière, je vais sortir un noir carbone de qualité et une huile de pyrolyse de qualité qui va permettre de revenir dans le pneu. Donc le RFID permet d'assurer cette traçabilité en termes de matière et de construire une vraie industrie derrière, puisque là, on a l'information de la composition de la matière. Nous, on a un peu de temps devant nous. Il reste encore pour nous 5 ou 6 années avant que ça arrive vraiment sur le marché, mais c'est maintenant qu'on doit se préparer. Christophe Duc, avant qu'on oublie, parce que j'aurais pu vous poser la question plus tôt, mais l'un des enjeux actuellement, ça porte justement sur le passeport digital et la définition des données. Parce que pour que la démarche ait du sens, il faut que les données, vous ayez des données en quantité et en qualité. Donc, il faut bien définir ce qu'on va récupérer. Ça, c'est l'objet des discussions actuelles. Alors déjà, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Ça, c'est le travail de tous les manufacturiers maintenant, c'est de produire des objets physiques de qualité, mais avec finalement toutes les données associées à cet objet physique qui soient de qualité. Et donc ensuite, ce que l'on fait, c'est que le passeport produit digital pour tout le monde, il y a donc le pneu va faire partie d'une prochaine salve de produits qui devront et qui seront soumis à un passeport produit digital. Donc en fonction des dates, on peut imaginer aujourd'hui un acte délégué qui sera rédigé et promulgué autour de mi-2027, qui donnera une application autour de début mi-2029. Et donc derrière, effectivement, il y a un pilote qui est en cours, qui s'appelle Sirpass 2, donc sur une partie pneu. Donc on associe un certain nombre d'acteurs de la chaîne, manufacturiers, sociétés de services, rechappeurs, recycleurs. Et l'idée, c'est à travers ce pilote, de définir quelles sont les bonnes données. Jean-Philippe en mentionnait certaines sur le taux de matériaux recyclables, comment les compositions et les éléments clés des compositions des pneus, les éléments clés également de cycle de vie du pneumatique, pour ensuite être capable d'améliorer, d'optimiser finalement les données liées à l'utilisation du pneu et les données liées à la gestion de la fin de vie, que ce soit une première fin de vie, une réutilisation et un recyclage. Bruno, est-ce que vous, à votre niveau, nous avez dit tout à l'heure, voilà,
vous avez beaucoup regardé ce qui se faisait, notamment face au stand qui est de l'espace pneu. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette technologie? Est-ce que vous arrivez d'ores et déjà à identifier ce sur quoi ça pourrait vous être le plus utile? Oui, bah, déjà, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est carrément le suivi pour la préparation, éviter les erreurs, parce que l'erreur, c'est une insatisfaction client, sont des coûts énormes avec le retour de la marchandise, la rentrée en stock à nouveau. Après, quand il y a des retours de marchandises pour d'autres raisons, des extra stocks, on dit, attends, un pneu qui a 10 ans, on ne va pas le reprendre, ou des choses comme ça. Et puis, quand on reçoit le retour des pneus, il y a de tout dedans. Voilà. Donc là-dedans, que ce soit celui qui envoie ou nous qui recevons, ben, on va voir tout de suite si les pneus sont acceptables, pas acceptables ou autres. Donc, il y a ces choses-là. Mais sinon, ça donne des tas de pensées. On parlait par exemple, moi en tant que FRP, les organismes doivent faire des appels d'offres. Des appels d'offres, à un moment, il y a des collecteurs qui doivent trier. Voilà. Ben, quelque part, si un collecteur trieur est équipé de matériel de ce type-là, ben, automatiquement, on va penser que sa prestation va être meilleure que le gars qui regarde comme ça, qui dit si ça doit être bon, quoi, hein. Et donc qui réentraîne derrière. Et puis, bah, sinon, par exemple, le choix des manufacturiers. On voit là qu'il y a une recherche aussi de qualité dans le produit, et donc de montrer cette qualité d'une façon simple. Voilà. Nous, on travaille, et c'est le principe depuis des années, avec des manufacturiers qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas forcément connus. Voilà. Et donc, au début, on disait, bah oui, mais c'est quoi, c'est qui? Et puis quand il y en a un autre qui rentre, bah, c'est le même. Sauf que nous, quand on choisit un manufacturier, on choisit justement celui qui, dans le futur ou dans l'actuel, va avoir la possibilité de suivre ces techniques et ces technologies. Et j'étais très content d'en parler là, de voir que nos manufacturiers, puisque j'ai posé la question, ont déjà soit des dossiers de déposés, soit des connexions et des capacités. Et c'est important, parce que moi, demain, bon, je continue à raconter, mon pneu est le plus beau, mon pneu est tout ça. Là, s'il y a un truc qui regarde en disant, regarde ce qu'il y a dans mon pneu, regarde ce qu'il y a à côté. Et moi-même, quand je vais discuter avec une usine et regarder, de voir exactement la qualité de leurs produits, hein. C'est énorme ce qu'il y a à faire. Puis on vient juste de commencer à réfléchir, hein. Christophe Rollet, je vous pose un peu la même question. C'est vrai que c'est facile, ou c'est assez facile de comprendre sur le plan industriel ou en bout de chaîne, sur le recyclage, les bienfaits de la technologie RFID. Pour un réseau, concrètement, en quoi ça pourrait vous être utile? Sur quels besoins ça pourrait vous aider? Alors, de façon très concrète, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit de façon très technique et technologique même par ces messieurs, qui l'ont très bien dit, mais si on ramène par rapport à votre question le débat du monde industriel au monde de la distribution, on est au-delà de l'aspect environnemental, on a parlé de recyclage, sans reprendre tout ce qui a été dit, devant deux paradoxes. Le premier, il est concurrentiel, et le deuxième, il est surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, de communication. Concurrentiel parce qu'il ne faut pas oublier que globalement, à quelques écarts près, tous les principaux manufacturiers mondiaux ont à peu près les mêmes outils et la même technologie. Certains ont un peu d'avance, d'autres un peu de retard, mais globalement, dans les années qui vont venir, on va arriver à peu près à un niveau identique. Donc pour nous, distributeurs, il est toujours difficile de prioriser une marque par rapport à une autre sur cet aspect technologique quand elles sont à peu près au même niveau toutes les deux. Ça, c'est le premier point. Et puis, ce n'est pas non plus une offre concurrentielle pour le distributeur que nous sommes, parce que globalement, tous nos confrères et concurrents du même marché auront les mêmes outils et les mêmes avantages que nous. Le deuxième sujet, et je pense que c'est encore une fois celui-là sur lequel on doit plus se poser ensemble, industrie et distribution, c'est la communication. Parce qu'oublions pas qu'à la fin, ou au milieu, selon qu'on soit recycleur ou fabricant, il y a un consommateur. Et encore une fois, je parle moins de l'industriel, parce qu'on l'a dit tout au long de ce débat, l'industriel a un pas d'avance sur le VL, mais sur le VL, pour l'instant, ça intéresse peu le consommateur, qui est même peu informé. Et je pense qu'il y a un vrai effort à faire. Sur la recherche et développement, je pense qu'il a été fait, on en voit la belle démonstration aujourd'hui, mais sur la communication, sur l'information, à la distribution même. Bruno en parlait tout à l'heure, je pense que même dans la distribution, tout le monde n'a pas ce niveau de compétence, de savoir. Pour le promulguer à des clients, c'est encore plus difficile, qui eux, quant à eux, n'ont pas cette information directe, donc sont forcément un peu moins intéressés que sur d'autres produits ou sur d'autres services qu'on peut leur proposer. Donc, un bienfait pour aujourd'hui, mais surtout pour demain, pour la partie VL, mais avec aussi un manque de communication qu'il faudra, je pense, améliorer
dans les mois et les années qui viennent. Et sans être rabat-joie, Christophe, mais est-ce que vous craignez pas que ce surplus de technologie brouille ou annihile un peu ce qui fait le sel de votre métier, quoi? C'est-à-dire concrètement des rapports entre des êtres humains. Est-ce qu'il y a aussi ce risque-là? Oui, en partie en tout cas, parce que c'est vrai que Point S est un réseau très traditionnel. On a toujours travaillé la proximité avec nos clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Et plus on va rendre digital la démarche et la relation avec le client, plus elle peut, pas dans tous les cas, mais se complexifier également. Donc c'est un risque également à tenir en compte, effectivement, pour la suite. Après, c'est quand même un sujet d'industrie avant tout. Et les industriels essayent de se démarquer les uns des autres depuis de nombreuses années. On l'a vu sur le 4 saisons. Enfin, on peut parler de beaucoup de produits qu'ils ont essayé d'innover, mais au final, ils se rattrapent tous. Et nous, on a un écart à faire au niveau de la concurrence et de nos clients. Et ce n'est pas toujours évident de leur expliquer. Et puis un deuxième élément pour finir de répondre à votre question, c'est l'aspect prix, finance, pour le consommateur. Parce qu'il ne faut pas non plus que ça démarque un prix supérieur, alors qu'aujourd'hui, vu le pouvoir d'achat actuel, on est plutôt sur une tendance qui va malheureusement continuer, où le consommateur cherche du plus bas prix qu'il ne paye à aujourd'hui. Donc il ne faudrait pas que ça dévalue non plus le marché. Et nous qui sommes un faiseur de grandes marques nationales et de notoriété, on ne voudrait pas non plus que ça ait un impact involontaire, mais négatif sur le niveau premium et de premiumisation du marché dans lequel on est. Alors j'ai d'autres questions, mais malheureusement on n'a plus assez de temps, donc je vous prie de m'excuser, mais on va interrompre le débat. Juste, j'avais une dernière question et j'ai envie de la poser à Dominique, c'est que derrière tout ce qu'on s'est dit là, il y a quand même un effort et peut-être aussi un enjeu d'image, de valorisation d'un secteur qui est parfois oublié, parfois déconsidéré. Enfin, la technologie, elle sert à répondre à des besoins, mais elle peut aussi permettre de changer l'image d'un secteur. Et peut-être que c'est un autre enjeu derrière tout ça. Alors le pneumatique, c'est un produit extraordinaire. Ce n'est que de l'air finalement dans une enveloppe. Mais il y a une technologie extraordinaire et qui évolue en permanence. Donc ça, c'est vraiment formidable. Elle évolue en permanence pour être plus éco-responsable. Le pneu consomme moins, il pollue moins. Et puis également, elle évolue pour donner plus de sécurité. Ça, c'est capital. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on véhicule ces messages-là. Il faut également qu'on les véhicule pour mieux recruter, parce qu'on a des problèmes de recrutement, et plus le produit est considéré comme un produit technologique, plus il va apporter ou il va attirer des populations plus intéressantes. Donc ça, on a vraiment beaucoup de travail à faire en termes de communication, et c'est d'ailleurs ce qu'on cherche à faire avec la présence de cet espace pédagogique, on l'appelle pédagogique d'ailleurs. Cet espace pédagogique, c'est tout simplement pour donner une meilleure image du pneumatique et puis donner des perspectives d'avenir. En fait, là, le stand s'appelle le pneu du futur et on est vraiment dans le futur, à court terme, mais on est dans le futur. L'importance du savoir-faire et du faire savoir. Absolument, on l'a déjà écrit ça, oui. C'est pas de moi. Mais merci beaucoup. Ça sera le mot de la fin. Merci à vous six d'avoir été présents. Je suis désolé, on est un peu contraint par le temps. Merci à vous tous pour votre présence. Merci aux équipes du salon pour l'organisation. Je vous souhaite un très bon équipe auto et puis à bientôt. Merci beaucoup.